Monsieur Thierry Cotil, vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Vous exercez la fonction de directeur des affaires maritimes depuis maintenant avril 2016. Cette direction a notamment comme domaine de compétence la sécurité et la sûreté maritime. Et c'est à ce titre que nous vous avons invité, car votre direction est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la réglementation nationale sur ces sujets. Vous avez spontanément répondu à notre invitation et je vous en remercie. C'est le signe que notre sujet du jour revêt toute son importance aux yeux de la direction des affaires maritimes et au sein du ministère de la Mer, duquel vous relevez actuellement. Alors, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un focus d'une vingtaine de minutes sur les perspectives en matière de transport maritime par conteneur. Monsieur Thierry Cotil, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Bonjour Madame l'ambassadrice, si vous êtes encore là. Bonjour Monsieur Dole. Bonjour Monsieur Titanic, Madame Diverès. Alors, vous m'avez demandé de présenter les perspectives en matière de transport maritime par container. Je vais essayer de le faire selon trois axes. D'abord, en évoquant le développement du marché des containers. Ensuite, en relevant les problèmes que ça peut poser en termes d'impact et d'externalité, comme disent les économistes, et ensuite en évoquant les nouvelles réflexions, enfin les réflexions en cours sur les nouvelles régulations. Alors, sur le premier point, donc les perspectives de développement. Donc, avant de regarder finalement ce que sont les perspectives futures du développement des containers, je préfère regarder finalement en arrière parce que c'est plus simple. Alors, les containers, vous le savez sans doute, c'est finalement assez récent à l'échelle du transport maritime, multimillénaire. En 1956, en fait, un entrepreneur américain venant du transport routier, Malcolm McLean, constate que les ports sont saturés et a l'idée de remplacer les boîtes et les sacs par des remorques de camions. Il vend son entreprise de transport routier, achète des containers d'occasion, enfin des navires d'occasion, les adapte et crée une compagnie qui s'appelle la Pan Atlantic et qui deviendra la Sealand et qui d'ailleurs sera rachetée en 1999 par Maersk. Le premier navire, l'Ideal X, transporte 58 remorques de camions. Donc. Et McLean comprend vite que les châssis des remorques sont de trop dans les navires et les enlève. Le conteneur est né. Le développement, évidemment, des containers ne s'est pas fait d'un seul coup en 1956. L'armée américaine y voit, pendant la guerre du Vietnam, un intérêt évident pour la logistique militaire, mais surtout, les années 60 seront le cadre d'une bataille de normalisation de la taille des containers à l'OMI, 20 pieds, 40 pieds, et surtout de nombreuses grèves des dockers, car vous avez bien compris que ceux-ci n'avaient aucune raison d'être tout à fait favorables à ce concept. Il s'ensuit une croissance vertigineuse pendant des décennies jusqu'à présent. Le conteneur lui-même est devenu, l'objet, je dirais, est devenu un bien stratégique, et quand il en manque, comme c'est le cas en ce moment en Europe, eh bien, les prix du fret maritime s'envolent et toutes les économies d'import-export souffrent énormément. Et encore une fois, c'est aujourd'hui le cas, puisque les containers aujourd'hui sont plutôt aux États-Unis et en Asie qu'en Europe. Il y aurait aujourd'hui 25 millions de boîtes de containers dans le monde et ça générerait à peu près 180 millions de déplacements de containers par an. La taille des navires, vous le savez, atteint des dimensions très importantes, 24 000 boîtes. Représentez-vous que ça fait à peu près 200 km de camions alignés. Donc évidemment, c'est pas tout à fait rien. Ça transporte les containers à peu près 80% de la valeur du transport maritime. Et évidemment, aujourd'hui, on y trouve toutes sortes de produits, à peu près tout. Des produits finis, évidemment, des produits intermédiaires, des matières premières aussi, on l'oublie souvent, même des liquides, et de plus en plus des produits périssables dans les fameux reefers, donc des containers réfrigérés. Chaque porte-container, ce sont des centaines de millions d'euros en mouvement. Alors, le container, évidemment, on pourrait se dire, ça paraît une invention assez
assez simple et on pourrait se demander qu'est-ce que ça a vraiment changé. En fait, cette standardisation a permis d'industrialiser et de sécuriser l'ensemble de la chaîne logistique, de réduire les retards, de réduire les pertes, de réduire les dégradations. Et finalement, certes, c'est un simple emballage, mais ça a tout changé. Finalement, c'est un peu comme le mail dans le monde numérique. On pourrait se dire que ce n'est pas grand-chose, l'invention des mails, mais chacun constate tous les jours à quel point c'est un objet important et pourtant, ça n'est qu'un support. Ça a bouleversé l'organisation du travail sur les quais, moins de dockers, moins dangereux, un temps d'escale réduit surtout et sécurisé. Ça a bouleversé l'organisation du transport maritime, puisqu'effectivement, on est passé d'un mode, je dirais, de cabotage à un mode de transport organisé avec des horaires, avec du flux tendu. Et ça a bouleversé l'organisation de la production industrielle à l'échelle mondiale et évidemment toute la réorganisation de l'économie mondialisée, délocalisée et effectivement le flux tendu, comme je le disais. Les containers, finalement, pour reprendre une image, c'est un peu l'hémoglobine de notre usine mondiale. Ça transporte effectivement notre oxygène. Alors, le volume, si je regarde le futur, je dirais qu'évidemment que ça va continuer de croître. D'abord, cette année, malgré le Covid, enfin en 2020, le conteneur a encore cru de près de 3%, 2,9 exactement. Et quand on regarde les commandes de porte-containers l'année dernière, près de 100 porte-containers commandés en 2020, soit près de 1 million de VP de capacité, on peut se dire que ça va continuer. Peut-être la pente ne sera-t-elle pas aussi forte, peut-être que les bassins d'échange vont évoluer, seront moins internationaux à longue distance et plus régionaux par bassin, mais de toute façon, ça continuera de se développer parce que c'est efficace en termes de coût, d'énergie, j'insiste, d'énergie, et que le transport maritime est efficace en termes d'énergie et que la demande est encore très forte en termes de développement. Tous les pays ne sont pas développés, vous l'aurez remarqué, et aspirent à un certain niveau de développement. Et donc, il y a encore évidemment des régions du monde, l'Inde, l'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique qui vont se développer. Et même si le renchérissement du container est prévisible à l'échelle mondiale, du fait de certainement une forme de taxation carbone, certainement des réductions des émissions et donc des coûts supplémentaires et des pollutions, certainement une augmentation de la traçabilité, de la sécurité qui continuera, et aussi le problème des retours à vide, qui est un réel sujet, mais aussi peut-être des problèmes phytosanitaires. On a bien vu à quel point, dans la crise actuelle, ça peut devenir important. Tout ça, effectivement, peut amener un certain renchérissement, mais nul ne pourrait prédire que, de toute façon, le container ne continuera pas de se développer. La prochaine révolution, et qui est déjà en cours en réalité, c'est le container connecté. Finalement, c'est l'Internet des objets, comme disent les spécialistes, et donc lié avec la 5G notamment. Alors, ce développement incroyable, qui va donc probablement continuer, qu'est-ce que cela pose comme problème aux régulateurs, aux États, et finalement à l'échelle planétaire? Les porte-containers, s'ils sont efficaces, posent, je dirais, 3 problèmes. Le gigantisme, qui ne cesse de croître et qui peut être un problème, ça nous semble en tout cas à nous être un problème. Les incendies, là aussi du fait de la croissance et de la difficulté à savoir ce qu'il y a dans les boîtes, ça génère un certain nombre de difficultés, et les pertes de containers. Je ne reviens pas sur les problèmes que ça peut poser en dehors du champ maritime, parce qu'il y en a aussi en termes de concentration portuaire, évidemment, voire même d'autonomie industrielle, et on voit bien tous les enjeux de souveraineté industrielle qui peuvent se poser aujourd'hui. Mais je reviens sur la question de la sécurité des conteneurs en mer. Alors c'est le résultat évidemment d'une chaîne de maîtrise opérationnelle complexe, la connaissance du contenu, la pesée, le chargement, le routage pour éviter les zones à roulis, le repérage s'il y a des pertes, la récupération. Bon, on voit bien que tout ça, c'est la maîtrise d'un ensemble de techniques. On se demande évidemment, chacun s'efforce évidemment à réduire
finalement les pertes. Alors, s'agissant des pertes, combien sont-elles? C'est pas très simple, pour être franc, d'avoir des chiffres à l'échelle mondiale. On l'estime de l'ordre de quelques milliers, peut-être jusqu'à 10 000, mais finalement, on n'a pas de chiffres très très fiables, en tout cas aux affaires maritimes. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup trop, évidemment, dès lors que ça a des impacts, et j'y reviendrai, mais ça reste aussi assez modeste si on rapporte ça à l'ensemble des containers transportés, de l'ordre de peut-être 0,005% des containers transportés. Donc, bon, c'est, je dirais, tout à fait relatif, mais néanmoins, et encore une fois, beaucoup trop important. Les armateurs ont l'obligation, renforcée par la Convention de Nairobi en 2007, de récupérer et localiser les containers qu'ils ont perdus en mer dès lors que ça pose un danger. Cela dit, il faut avouer que la situation ne les incite pas finalement beaucoup à déclarer les pertes dès lors que ça induit derrière des coûts et qu'ils sont des coûts de recherche notamment et de récupération éventuellement qui peuvent être facturés par les États. Donc, certains sans doute ne jouent pas le jeu. Heureusement, beaucoup d'armateurs ont commencé à prendre ce sujet au sérieux. Il y a notamment une coalition de 17 armateurs qui ont créé en 2011 un système de notification des incidents qui s'appelle le SINSNet, que vous retrouverez sur Internet d'ailleurs, et qui permet de collecter les données de perte de containers et qui établit des référentiels sur le bon chargement des marchandises et qui montre que souvent d'ailleurs c'est la mauvaise déclaration qui est la raison de la perte des containers, mais aussi le mauvais arrimage ou l'état du container ou le mauvais emballage des produits. Donc c'est déjà une démarche très très positive et j'imagine que vous y reviendrez. Les pertes de containers, évidemment, ça a des impacts écologiques, économiques, pour les assureurs, pour éventuellement la pêche, l'aquaculture, le tourisme, ça dépend des produits qu'il y a évidemment à l'intérieur. Ça pose aussi des questions de sécurité maritime. Donc tout ça, ça doit évidemment être pris au sérieux. Alors, faut-il prévoir de nouveaux leviers de régulation? Je dirais que, à notre sens, oui. Sur les incendies, pour reprendre les 3 sujets que j'avais évoqués tout à l'heure, le sujet est évidemment sérieux et on voit que finalement la taille des navires autant que les équipages limités qui peuvent évidemment, qui sont en difficulté dès lors qu'il y a un démarrage d'incendie à bord d'un navire, font qu'il faut qu'on s'occupe de ce sujet. Les assureurs d'ailleurs en sont tout à fait conscients et un travail est en cours à l'OMI. La France participe à ce travail et nous participons aussi à l'échelle européenne aux travaux qui ont lieu dans le cadre des études Fire Safe 1 et 2 menées par la Commission. Donc ce sujet incendie, je dirais que oui, bien sûr qu'il est important et que nous devons continuer de s'en occuper, je dirais, dès que possible. Mais c'est un sujet complexe parce que, comme vous l'avez compris, les causes sont multiples là aussi. Le deuxième sujet sur le gigantisme. La France commence à s'en soucier, mais cela ne concerne pas que les porte-containers. Cela pose des problèmes de secours, mais aussi de secours en mer, mais aussi de dimensionnement des ports. Donc il n'y a pas que la dimension maritime qui est impactée par le gigantisme. On comprend bien qu'à travers le gigantisme, on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les questions de concentration logistique et derrière de report sur terre de tout un ensemble de déplacements de marchandises, dès lors qu'il y a moins d'escales, enfin des navires plus grands s'arrêtent dans moins de ports et au final, la logistique terrestre devient plus importante de feedering, d'alimentation de ces grands points, de ces grands ports. Nous pensons qu'en France, en tout cas, qu'il est raisonnable de commencer à instruire ce sujet des limites qu'il faudrait ou pas fixer à ces navires et nous soumettrons des propositions en ce sens en
en novembre 2021 lors du comité sécurité de l'ONI, donc le MSC 104, et on fera une communication sur le sujet, je dirais, pour ouvrir le sujet. En attendant, on a au prochain comité sécurité, en avril prochain, au MSC 103, on va soumettre une proposition liée au remorquage des très grands navires pour effectivement là aussi proposer qu'on puisse apporter des solutions, parce que évidemment de très très grands navires dans des conditions notamment de mer difficiles peuvent être un réel sujet dès lors qu'il faut les prendre en remorque. Alors, je reviens à notre question des pertes de containers. D'abord pour dire que là aussi nous pensons qu'il faut agir, même si, et j'aurais peut-être dû le dire avant, on a déjà fait des choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des précautions qui ont été prises sur la pesée obligatoire. En 2014, la convention SOLAS a été amendée pour insérer des exigences en matière de vérification de la masse des containers. Donc c'est déjà une première étape et que ça nous semble très important parce qu'évidemment c'est la condition d'un plan de chargement sûr des navires. Néanmoins, manifestement, quand on regarde les incidents récents, il suffira que vous consultiez Internet, mais vous l'avez certainement déjà fait, vous constaterez que le nombre de pertes de containers, le nombre de catastrophes en mer se succèdent, enfin, est important et ne cesse d'apparaître. Donc, la France considère que ce sujet doit continuer d'être poussé dans les instances internationales. En 2018, on avait souhaité déposer une soumission à l'ONI dans l'objectif de mettre à jour le sujet des pertes de containers. Alors, il s'avère qu'on n'y est pas tout à fait arrivé. On a été contrarié dans la coordination européenne sur le sujet, et donc on a fait porter notre soumission par le Vanuatu au MSC. Alors le dernier, donc le comité de sécurité maritime 102, le MSC 102, n'a pas permis de traiter le sujet dès lors que la réduction de l'ordre du jour a été très importante du fait de la crise sanitaire, et donc tous les sujets qui étaient prévus au MSC n'ont pas pu être traités. Et finalement, on va au prochain MSC pouvoir reprendre ces discussions. Donc effectivement, il y aura des propositions sur les pertes de containers et sur les incendies aussi des porte-containers. Donc, ce que je voudrais vous dire au fond, c'est que nous, on souhaite effectivement avancer sur ce sujet à l'OMI. On pense qu'il faut qu'on puisse avancer sur l'inscription, effectivement, qu'on ait un minimum, à minima, pardon, une déclaration très systématique de ces pertes de containers, et qu'on ait ensuite des systèmes qui permettent de les suivre, donc des balises qui puissent être mises en place pour chacun des navires qui perdraient des containers, ce qui permettrait ensuite effectivement d'arriver à récupérer ces containers, ou au moins à mieux évaluer leur impact en termes de sécurité maritime. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres derrière questions qui seront présentées par les uns et les autres et qui permettront de mieux finalement approfondir chacun de ces sujets. Mais en tout cas, retenez que du côté de l'État français, on porte ce sujet des pertes de containers à l'ONI, et les autres sujets également, donc je le disais, gigantisme et incendie, nous semblent être aussi à instruire. Je vous rends la parole.